Chaque mois, chez Imaya, on organise ce qu'on appelle le IMAD. C'est une journée de partage de connaissances. Et cette fois-ci, c'est un peu spécial parce qu'on a décidé de l'ouvrir. Donc vous allez, comme nous, partager ce moment où vous allez apprendre. J'ai rencontré le CTO de la centrale en 2013. Et à l'époque, en 2013, alors c'était il y a 9 ans maintenant, c'était la centrale, ils étaient sur AWS, tout le SI était sur AWS, et ils étaient en organisation Spotify. Alors je peux vous dire qu'en 2013, moi j'avais des étoiles plein les yeux. Donc je trouvais que c'était vraiment une super organisation, en tout cas ce qui avait été mis en place, j'avais envie de suivre. Et j'étais resté vraiment en contact avec la centrale depuis ce temps. Et en fait, aujourd'hui, il y a Christophe qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous raconter comment est-ce que ça a été mis en place concrètement. Et pour la petite histoire, Christophe, il est tombé dans l'informatique à peu près comme moi, donc je tairai l'âge. Il a connu à peu près toutes les technologies. Comme moi, il a connu l'Amstrad CPC 424, celui avec une cassette. Comme moi, il a trafiqué sa 103 SP. Et comme moi, il a la même envie de placer la data au cœur du réacteur. Donc je vous prie d'accueillir Christophe. Donc moi, je vais vous raconter un peu comment Groupe La Centrale est sur la route du data mesh depuis quelques années et comment on avance sur cette route. Donc moi, Christophe Peureux, je suis député CTO du groupe La Centrale. Ça fait 8 ans que j'ai rejoint groupe La Centrale, à peu près dans les années que mentionnait François, donc en 2014. Je suis rentré en tant qu'engineering manager et voilà, au fil de l'eau, j'ai pris la responsabilité d'équipe de développement, plutôt web, plutôt front, et aussi très tôt des équipes spécialisées dans le développement de ce qu'on appelait à l'époque des services à valeur ajoutée, donc des services un petit peu avant-gardistes. J'en parlais plus tard comme la cotation, la cote La Centrale. Et de fil en aiguille aussi, je me suis rapproché de l'équipe BI, de l'équipe data, et voilà, je me suis passionné pour l'écosystème data. Et aujourd'hui, en tant que député, je suis en charge du pilier data. J'en parlerai aussi un petit peu plus tard. D'habitude, sur ce genre de slide, on met aussi un petit peu sa vie perso, ses passions. Moi, c'est mes 2 filles, mes 2 petites filles. J'ai pas mis leurs photos. Mais j'ai mis une petite photo aussi d'un truc que j'aime bien faire, c'est partir en camping-car, partir en van. Voilà, puis ça matchait bien aussi à l'idée de la route vers le data mesh. Voilà, comment je vais organiser ma présentation? Je vais dire quelques mots sur d'où on vient, quelles sont les origines du data mesh chez Groupe La Centrale et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Essayer d'expliquer pourquoi on souhaite encore aller plus loin et poursuivre cette route vers le data mesh. Et je vais faire un focus aussi sur la méthodologie, sur la manière dont nous on est organisé pour avancer sur ce sujet. Et puis terminer par des questions et puis évoquer certains challenges qui ont déjà été discutés il y a quelques minutes. Alors les origines du data mesh chez Groupe La Centrale, elles remontent à quelques années. Je vous parle un petit peu déjà du groupe. Donc, Groupe La Centrale, vous connaissez probablement la marque historique, la marque phare La Centrale, qui a été fondée en 69. On a fêté les 50 ans il y a pas si longtemps. On a eu la chance de partir tous en quelques jours en voyage pour l'occasion. Et aujourd'hui, donc c'est 4 marques avec Promeneuve, Caradisiac et Ma Voiture Cash. Voilà, ce sont des marques, des sites qui vont vous aider à prendre des décisions d'achat ou de revente de votre véhicule. Caradisiac, par exemple, c'est le site numéro 1 éditorial. On va trouver beaucoup d'informations sur le véhicule, des essais auto, des conseils. Ma Voiture Cash vous permet de revendre d'avoir une proposition de rachat en temps réel et de faciliter, d'accélérer la reprise de votre véhicule. Voilà, c'est 215 collaborateurs dans tout le groupe.
Et puis, on est pas mal placé aussi en termes de trafic, en termes de millions de visites, ce qui génère pas mal d'analytiques également. Donc, je ne peux pas résister à montrer ce qu'était la centrale le 1er janvier 1970, avec voilà, la page de couverture du premier magazine, du premier journal, où on mettait déjà en avant un moyen supplémentaire désormais à votre service pour vous aider à pour vous aider à faire vraiment de bonnes affaires. Et alors c'est rigolo, c'est dans la continuité de ce qu'on fait. L'année dernière, on a sorti sur la centrale une feature assez innovante, on va dire, qui est un petit macaron sur les annonces qui permet de dire si la voiture est une bonne affaire ou pas par rapport au marché. Donc voilà, on est 50 ans après, on est toujours dans la même lignée. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet, sur la data, sur l'IT, donc effectivement, François mentionnait, donc, moi je suis rentré en 2014, hein, juste après la migration cloud à AWS, donc qui était déjà un événement majeur. À AWS, il y avait EC2, il y avait S3, et puis pas grand-chose d'autre, des VPC. En termes de data, voilà, il y avait du MySQL sur EC2. Donc ça a commencé comme ça. Donc on avait déjà de bonnes bases, en tout cas on était déjà sur le cloud, ça fait bientôt 10 ans. Deuxième grosse étape à l'initiative du même CTO de l'époque, donc je crois que toute la société peut encore le remercier aujourd'hui. C'est une grosse transformation agile de la boîte. En 2013 ou dans les années qui précédaient, il y avait encore une équipe de dev, j'étais 10 en bloc, enfin en paquet serré, travaillant sur un monolithe PHP qui servait l'ensemble des pages à la centrale. Et en 2014, voilà, il y a le modèle Spotify qui est publié en 2012 dans la presse. On parle de feature team, on parle de découpage en domaine, on parle d'équipes spécialisées. Et pendant des mois, avec l'appui de coach, voilà, c'est toute la société qui est transformée petit à petit en profondeur, avec la création d'équipes de tribus, d'équipes de dev accompagnées d'un PO produit. Bon, les ops sont encore sous une direction opérationnelle à cette époque, mais ça arrivera après, ou avec le mouvement DevOps, mais en 2015-2016, on est dans le DevOps, les ops rejoignent les équipes. Voilà, donc c'est l'occasion pour le SI de se transformer aussi, découpage en microservices, donc beaucoup de C2, de mémoire, là, une centaine de C2 servant plus ou moins chacune des services et gérés par des équipes dédiées. Et puis du coup, par la nécessité, par la force des choses, c'est aussi les premiers mouvements transverses. Donc on crée nos premières guildes, la guilde Java ou la guilde DevOps, qui réunissent les personnes de même compétences, de même métier, pour créer de la synergie et casser ces fameux silos. Mais voilà, mais là, tout ça, que dans le monde du software. Et à cette époque, on crée donc une équipe BI, une équipe data, qui elle, à l'époque, équipe BI, équipe stat même, qui va être dédiée à la collecte de la data pour construire une plateforme BI. Après, le voyage continue. En 2017, on va encore plus loin. On va encore plus loin parce que là où les équipes faisaient beaucoup de back-end, finalement, et des équipes pour le front étaient encore... Il y avait des équipes dédiées front et des équipes microservices back-end. Là, on va encore plus loin dans le modèle. Et dans les feature teams prennent, grâce à une architecture micro-front-end, prennent aussi le développement du front. Et là, on est un petit peu au paroxysme de la feature team qui gère de bout en bout la feature. Voilà. Ça s'accompagne aussi de beaucoup plus d'event-driven au sein du SI. Et aujourd'hui, donc, Complet Central en 2022, c'est 80 ingés, tout corps de métier, on va dire. 12-13 feature teams, une centaine d'applicatifs. Je ne l'ai pas écrit, mais globalement, maintenant, c'est du serverless partout. Voilà. On est sur une plateforme complètement event-driven, serverless. Et puis, on a aussi, donc, de par cette histoire, une gouvernance technologique, j'ai mis entre guillemets, dite participative, où là, elle est composée d'un tech lead par feature team, donc 12 tech leads,
de certains ops, des CTO et des petits CTO, et ensemble, on fait les choix et on prend les décisions de gouvernance technologique en collaboration, en aller-retour aussi avec les feature teams. Là, je fais juste l'histoire de la partie BI, parce que Data Mesh, voilà, Data Mesh, le point de départ de Data Mesh, c'est de dire que Data Mesh, ça concerne la partie analytique. Mais le fond de ma pensée, c'est que finalement, il y a énormément de points communs aussi avec le software, avec la gestion de la data de manière générale, et pas forcément que de l'analytique. C'est pour ça qu'il y a plein de questions intéressantes aussi sur ce sujet. Mais pour raconter un peu l'histoire de l'évolution de la plateforme BI analytique, c'est date clé, donc 2013, une base Oracle monolithe, 200 tables ou plus, et un business object branché dessus pour faire des rapports. 2013, feature team dédiés qui refont et qui recréent un data warehouse et des data mart dédiés sur du MySQL sur AWS. En 2014, donc on a déjà Tableau, on est équipé avec Tableau et on est déjà dans cette idée, là je suis déjà dans l'équipe BI et on est dans cette idée donc de rendre accessible la donnée à la totalité de l'entreprise. Et ça, Tableau le permet et c'est un peu un outil voilà, assez génial pour ça. Donc on est dans cette approche de publier la data, de publier les sources de données Tableau et de les rendre accessibles à qui le veut bien. C'est un peu le point de départ aussi du data mesh à ce moment-là pour moi. Après, il y a des évolutions technologiques, le passage à Redshift, on introduit beaucoup le temps réel, Kinesis, beaucoup d'analytics temps réel. Et puis en 2017, premier data lake, donc on était en mode ETL extraction. Le paradigme s'inverse en 2017, c'est les feature teams qui viennent alimenter le data lake. Mais dès le début, il n'est pas centralisé chez nous, il est décentralisé. Et là, je pense qu'on prend aussi une bonne décision dès le début. C'était qu'en 2019-2018, on fait deux choix. C'est que le data lake, finalement, ce n'est pas un data lake géré par une équipe, c'est l'union de la production de petits data lakes de chacune des feature teams. Et ce qui déjà pose les fondamentaux de dire c'est l'équipe qui prend la responsabilité et la gestion, en tout cas en théorie, de la donnée analytique qu'elle produit et qu'elle dépose sur Data Lake. Et puis il y a une gouvernance tableau qu'on fait évoluer aussi, qui va donner beaucoup plus d'autonomie aux, alors je vais les appeler product owners, pour ne pas entrer en confusion, mais ils prenaient déjà à cette époque la casquette de data product owner, puisqu'ils sont en capacité, par des formations tableau, par des échanges en interne, de construire des rapports analytiques eux-mêmes sur la base des données exposées sur la plateforme Tableau. Voilà. C'est pour illustrer un petit peu les petites graines qu'on a déjà. Et puis tout ça fait que naturellement, quand on expose beaucoup de données et qu'on demande aux gens de travailler avec et de la fusionner, il y a un besoin qui devient naturel, c'est celui de la documentation pour se retrouver son chemin dans un data warehouse ou dans une plateforme de données avec 100, 150, 200, 300 tables. C'est un catalogue. Donc en 2021, on lance une initiative de mise en place du data catalogue et de gouvernance un petit peu plus globale là-dessus. Et on commence à déployer, à réfléchir à comment automatiser l'alimentation d'un data catalogue qui nourrira à la fois les initiatives BI des data analysts, mais aussi qui nourrira, et c'est là où pour moi le data mesh, encore une fois, il fait la part belle analytique, mais voilà, le data catalogue, il sert aussi à nourrir la donnée opérationnelle et il est tout aussi utile aux développeurs pour construire les API, interfacer les systèmes et rendre le tout interopérable. Donc là, j'ai fait un petit schéma que j'espère un petit peu clair pour montrer un peu l'évolution. Donc 2013 à gauche, voilà, il y a un gros paquet rose géré par la data team qui gère les extractions, les data marts, les sources de données tableau, qui fait les rapports. Voilà, toutes les compétences sont hyper centralisées. Et il y a quand même les feature teams, puisqu'on les a assez tôt. Et puis là, plus dernièrement, depuis le data lake décentralisé, où on voit les feature teams qui produisent leurs données analytiques dans leur data lake, de la couleur de la feature team,
Et côté client, c'est les data owners des feature teams qui aident à construire l'interface, en tout cas les rapports, les sources de données, enfin plutôt les rapports et la mise à disposition de la donnée. C'est les data owners, du coup les product owners, qui viennent construire cette interface avec le soutien de data analyst et de la data team. Et finalement, là, le scope de la data team, il tend déjà à fondre, à se réduire depuis quelques années. Voilà, c'est hyper simplifié, évidemment, il y a beaucoup de choses au milieu qui ne sont pas dessinées. Donc ça, c'était plutôt côté BI. L'autre histoire que je voulais raconter un peu, c'est celle du ML, du machine learning. Donc pareil, nous, on travaille dans mes équipes en 2015 en fait, et on sort ça en prod en 2016. Un premier algo basé sur du machine learning, qui est l'algo de prédiction du prix de l'occasion. Au passage, on a aussi du machine learning sur les photos pour essayer de flouter de manière automatique les plaques d'immatriculation. Donc très tôt, voilà, c'est les premières initiatives de machine learning qu'on peut considérer comme des data products aujourd'hui. Pour ceux qui ont lu donc Zamac, et ça c'est important pour moi, mais c'est clair que c'est dur d'imaginer ce que c'est qu'un data product. Et en fait, il ne faut pas oublier que Zamac, elle fait 3 grandes catégories de data product. Elle parle de fit for purpose data product, donc ça c'en est un, ça peut être considéré comme un de ceux-là. Et puis donc, voilà, donc l'idée c'est de vous dire que dès 2016 en fait les produits ML sont déjà décentralisés, ce sont déjà les feature teams qui construisent les services à base de machine learning. En 2020, c'est l'équipe photo qui va après un certain POC, prendre le ownership sur l'algo de classification automatique des photos pour catégoriser si c'est une photo d'extérieur ou d'intérieur de véhicule. Il y a une équipe dédiée anti-fraude qui opère tout le modèle de détection d'arnaque de la centrale. Et voilà, donc on est déjà on fonctionne comme ça. Les projets, les data products ML sont sous la responsabilité de feature team dédiés. Donc voilà, finalement, on est un petit peu data mesh ready. Et on va retrouver comme ça, si on essaie de coller un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec les 4 grands piliers, on voit bien qu'on a initié, sans même le savoir, ce qu'aujourd'hui on appelle le data mesh. Donc sur le domaine ownership, l'organisation en domaine driven design, via le découpage en feature team, la distribution de la production de données analytiques sur le data lake en séparant la responsabilité par feature team. Les data produits, donc que ce soit en BI, que ce soit côté ML, sont déjà des produits partagés, documentés, et quand une feature team a besoin de quelque chose, elle a en tout cas des débuts d'outils, elle peut identifier qui en est responsable et va plutôt s'adresser, ça dépend des sujets, mais elle va plutôt s'adresser à la feature team plutôt qu'à la data team. Le côté plateforme, pareil, le côté plateforme data mesh, on parle beaucoup de la plateforme pour l'analytique, mais quand on construit du logiciel, des morceaux d'infra communs, réutilisables, on essaie d'en avoir tout le temps partout, on essaie de mutualiser. Donc cette idée de mutualiser des bouts de pipeline ou des morceaux de traitement, on l'a un petit peu aussi naturellement avec AWS. Et la question qui était posée tout à l'heure sur est-ce que le développeur finalement il va pas avoir du mal à réaliser des travaux data, ça va dépendre évidemment, la réponse est, et j'étais d'accord, ça va dépendre de l'offre de service de la plateforme et de la complexité à mettre en œuvre. Mais par exemple, déverser de la donnée depuis un DynamoDB sur un S3 sur Amazon, c'est très très simple. Et c'est un plugin serverless à déployer. Et voilà. Donc, ce n'est pas non plus des choses qui demandent beaucoup de formation. C'est déjà dans les compétences des softwares. Et chez nous, il y a beaucoup de software engineers
qui ont proposé des choses et des solutions techniques pour aider, par exemple, à nourrir le data lake. Donc il y a déjà des ingénieurs qui s'approprient les problématiques data. Et puis la finalité de gouvernance, j'en parlais aussi tout à l'heure un petit peu. On est dans cette idée de gouvernance collective et on a aussi la culture de l'innovation décentralisée via les produits ML ou d'autres initiatives. Donc voilà, donc c'est un petit peu dans les gènes. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, je pense qu'on est sur la bonne trajectoire et c'est tout naturellement que quand moi j'ai entendu parler de data mesh et que je m'y suis intéressé, je me dis mais oui, mais c'est ça. Enfin, c'est sur cette voie qu'on est engagé. Alors, il faut qu'on aille bien sûr plus loin, il faut qu'on aille au bout de l'exercice. Data mesh, c'est un peu le Graal. Il y a beaucoup d'étapes sur cette route, il y a beaucoup de kilomètres à parcourir. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Aujourd'hui, là, je vous ai décrit un petit peu la situation actuelle. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui pourraient mieux se passer. C'est pour ça que je préfère parler d'amélioration. On en a évoqué déjà beaucoup dans la présentation et dans les questions. Je vais essayer de parler peut-être de celles qui n'ont pas été encore évoquées. Dans la partie du pilier de domain ownership, il y a cette idée voilà, de déléguer à la feature team la responsabilité des données analytiques qu'elle gère sous forme d'un data product. Zamac, elle l'appelle le business align source data product. Bon, qui consiste en gros à alimenter en temps réel, qui pourrait consister à alimenter en temps réel le data lake des mouvements opérationnels. Bon, c'est une catégorie de data product, donc qui est finalement le journal des mouvements d'une donnée. Donc ça, en pratique, c'est déjà dans la responsabilité des équipes, mais là, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. Parce que c'est le revers de la médaille, c'est en fait comme c'est à eux de le faire. Souvent, ils n'ont pas totalement conscience ou vu l'intérêt de produire ces données analytiques. Ils vont être plus bousculés par les dates de livraison des features. Et souvent, la BI et l'analytique, c'est un peu une seconde priorité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et c'est sur ça qu'on peut vraiment s'améliorer. Donc il faut encore renforcer le ownership des données analytiques dans les feature teams pour que ça devienne quelque chose de très naturel. Et Data Mesh va nous aider là-dessus. Et donc diminuer le time to insight, c'est-à-dire à partir du moment où je veux avoir de l'insight sur une feature, aujourd'hui, nous, on peut avoir de l'insight un petit peu quelques jours, quelques semaines après la mise en place des services. Donc on n'est pas dans le bon timing. Donc ça, c'est vraiment un axe d'amélioration fort. Et puis après, il y a tous les corollaires, c'est-à-dire que si c'est la feature team qui produit son analytics, elle va produire la bonne analytique, celle dont elle a vraiment besoin pour son business, et celle qui va répondre aux vrais besoins de son sponsor. Et ce n'est pas une équipe data intermédiaire qui pourrait répondre à ces questions, en tout cas pas aussi bien. Puis cette idée d'augmenter la vélocité, voilà, ça reste du local, ça reste une mission locale de produire l'analytique. Donc naturellement, c'est quelque chose qui se fait de manière plus véloce. Alors le pilier plateforme, il va apporter aussi beaucoup d'améliorations sur la convergence technologique, la réduction de la dette technique. Aujourd'hui, donc, comme j'expliquais, le data lake est décentralisé, mais voilà, revers de la médaille aussi. Si on n'éduque pas bien les feature teams, si on n'a pas le cadre, si on n'a pas les bonnes pratiques, si on n'a pas le bon design, chacun fait un petit peu comme il peut aussi, parce que la réalité, c'est que il n'y a pas toujours des archis qui donnent la bonne guidelines pour faire telle ou telle chose. Donc il y a du copier-coller qui s'opère. Voilà. Et au fil du temps, on ne peut pas dire que ça soit très standardisé et il y a plusieurs systèmes qui cohabitent avec des techniques différentes. Donc globalement, les concepts sont là. Sur la mise en pratique, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Donc la mutualisation des outils, des patterns, des librairies, des scripts pour pouvoir accroître et simplifier
la capacité des équipes à produire de l'analytique et surtout à diminuer leur effort, et que ça devienne presque un plaisir en fait. Et puis pareil, ça a été évoqué dans la présentation, mais il y a énormément d'effets un petit peu pervers à tout ça. Dans l'état actuel des choses, c'est qu'il y a beaucoup de redondance. Les équipes vont traiter la donnée pour leurs besoins métiers, pour le software. On va leur demander des choses côté BI, côté analytique. Elles vont, c'est pas rare, voilà, refaire un flux identique qui va produire la même donnée. On se retrouve à dupliquer des traitements d'enrichissement qui se retrouvent dupliqués. Voilà, par défaut de, de synchronisation de la demande et de renforcer ce ownership. Et puis, ce qu'on essaie de faire, voilà, c'est avec cette idée de plateforme et d'outils les équipes, simplifier les process, c'est de faire que l'équipe se concentre sur l'information plutôt que sur la plomberie et la mise en place des analytiques. L'effet aussi, l'effet qui se coule, c'est aussi beaucoup plus de qualité de données, data quality. Il y a énormément d'incidents encore chez nous qui sont causés parce que très tôt dans la chaîne, il y a des défauts de qualité. Donc si les équipes prennent l'ownership au plus tôt et se sentent plus responsables de la donnée qu'elles produisent, et si la data platform, les équipes, en technique de monitoring simple, là, si ça prend 3 clics ou quelques lignes de code pour déployer un contrôle de type en temps réel sur un flux, voilà, si ça devient systématique et facile à faire, ça va forcément conduire à détecter les problèmes de qualité beaucoup plus tôt et donc à pouvoir les résoudre. Ouais, un effet aussi qui est plus lié au data product, l'idée de bien documenter les produits, de les rendre accessibles, découvrables, c'est tout le travail des data scientists et tout le travail même des data analysts qui peuvent prendre encore beaucoup trop de temps à trouver la donnée, à comprendre ce qu'ils ont dans la main, à tester, à voir que finalement ça ne correspond pas, que ce n'était pas le bon timestamp, ce n'était pas le bon champ. Voilà, donc tout ça, ça c'est des vraies choses qu'on peut mesurer sur la vraie valeur qu'apporte la mise en place de data mesh quand on va au bout de l'exercice. Et sur la gouvernance, pareil. Aujourd'hui, il y a une gouvernance chez nous qui est très tech sur l'opérationnel, sur les services, tout ce qui va aller sur le client. La partie analytique, la partie BI, c'est toujours un peu le deuxième sujet. Et donc, même en termes de gouvernance, la gouvernance, elle couvre très peu les domaines d'analytique. Donc, le fait, voilà, avec data mesh, on marque le coup. La gestion des données analytiques, ça a la même importance et quasiment enfin, tout autant en tout cas que les données opérationnelles. Donc, l'idée, c'est de couvrir les deux, de globaliser les choix techniques qui sont encore parfois faits trop localement au sein des équipes et d'avoir comme ça une supervision transverse et globale. Et puis, le fait d'écrire des politiques de gouvernance, de les partager, de les documenter clairement, voilà, ça met les choses à plat et on prend un niveau de qualité dans l'organisation de la gouvernance qui peut être très bénéfique. On a parlé aussi beaucoup des bottlenecks, donc des goulots d'étranglement. Voilà. C'est le même constat et c'est la même idée, notamment sur la production de rapports et d'insights. Quand on passe par une data team qui a besoin de développer des choses pour produire de l'insight, forcément, à un moment donné, il y a une file d'attente. Et le fait de donner la capacité aux équipes d'être dans l'autonomie et dans la production d'insight, c'est hyper bénéfique. Voilà, à titre personnel aussi, le fait que la team data ne soit plus le SPOF dans la réalisation de certains projets, ce sera très appréciable. Le fait aussi d'être de permettre aux équipes de décider sans trop dépendre d'autres. Voilà. Donc voilà, donc en synthèse, c'est ça le message que je vais passer, c'est que chez nous, c'est plutôt une suite logique. On a une certaine maturité sur certains sujets, donc c'est plutôt une suite logique.
Ça va aussi nous permettre de progresser beaucoup sur les activités de data management comme la sécurité et la conformité, parce que ça fait partie des politiques attendues de data mesh. Et moi, ce que je retiens, voilà, c'est de décentraliser pour, encore une fois, donner les capacités aux équipes de se focaliser sur le métier, d'augmenter la capacité de prise de décision en local, sur le domaine. Et puis, toute cette idée de recherche de l'excellence opérationnelle, donc standardiser, automatiser un maximum de choses pour réduire la dette, réduire le risque, que ce soit RGPD, de qualité, etc. Donc, globalement, data mesh, pour moi, c'est du gagnant à tous les niveaux pour le SI, pas seulement pour l'analytique, mais c'est vraiment un mindset à appliquer au-delà. Donc, comment on s'y est pris? Comment on s'y prend actuellement, hein. Donc là, on a démarré donc, ce qu'on appelle... ça, je vais le passer, mais en gros, c'était pour vous montrer un peu le cadre. On a entamé une réflexion générale sur la data gouvernance, sur la stratégie data qu'on voulait appliquer. Donc, au niveau global dans l'entreprise, on sait que mieux gérer la data, c'est un avantage compétitif. On sait à tous les niveaux aussi que exceller opérationnellement et pouvoir délivrer et maîtriser ce qu'on délivre, y compris dans la donnée, c'est aussi un des objectifs stratégiques d'entreprise. Et puis en termes de data management, voilà, l'idée c'est de repartir un peu sur les fondamentaux, donc de bien travailler la sécurité, la qualité et les métadonnées. Donc ça c'est très lié au catalogue. C'est un petit peu par là aussi qu'on a commencé nous. Alors sous quelle forme on avance là? En fait, historiquement on a des projets en interne qui s'appelaient donc les guildes en 2014, donc des regroupements de personnes du même profil, en tout cas intéressées par les mêmes domaines. Il y a eu des challenges innovation qui permettaient à chacun de proposer des idées, des initiatives. Par exemple, mettre en place un circuit breaker ou faire un chaos monkey, des choses comme ça. Plus récemment, ça s'appelait aussi les ordres, en référence aux ordres Jedi. Donc là, l'idée, c'était de creuser des opportunités business ou autres. Par exemple, voilà, faire un moteur de recommandation d'articles pour le site Caradisiac. C'était un des sujets proposés qui avait été validé, sur lequel on avait commencé à travailler. Donc aujourd'hui, ça s'appelle les labs. Donc ça, voilà, c'est toujours un peu le même principe, c'est de réunir des gens cross-team qui partagent les mêmes envies dans un esprit donc très bottom-up, donc basé sur du volontariat, sur des gens qui sont intéressés par le domaine, par le sujet et qui ont envie d'avancer. On leur dédie un temps, là aujourd'hui c'est 20%, c'est une journée, en règle générale c'est le vendredi chez nous. Donc tous les vendredis, voilà, ces équipes transverses s'organisent et passent du temps à avancer sur ces sujets. Et donc là, j'ai proposé deux labs. Un qui est le lab Data Quality, parce que je pense que, voilà, indépendamment de l'analytique, data mesh, les problèmes de data quality qui touchent aussi l'opérationnel, c'était important de faire un focus dessus. Et le lab Data Mesh qui vise à avancer, continuer sur ce chemin pour aller encore plus loin sur la mise en place du Data Mesh. Le lab, voilà, donc c'est des équipes transverses. Il y a un Jedi qui prend le rôle de lead, une sorte de PO. Il a son backlog sur le produit. Donc là, il y a un backlog Data Mesh qui a été découpé, je crois, par pilier déjà. Donc je ne reviens pas dessus. Donc voilà, c'est une équipe, c'est une nouvelle feature team en fait, hein, éphémère. L'idée c'est de partir sur quelque chose qui dure 3 mois, 6 mois, pas plus. L'idée forte c'est que quand le lab se dissout, il est mis en place tout ce qu'il faut pour que ce qu'il a pu produire, livrer, soit pérenne. Et dans ce lab, il y a un sponsor, donc en l'occurrence c'est moi pour le lab Data Mesh. Voilà, qui essaie de donner le cadre, la vision et de donner les moyens aussi d'avancer dans la bonne direction.
La stratégie, donc pour le Lab Data Mesh, on a commencé déjà parce qu'en réunissant des personnes, donc il y a des ops, il y a des développeurs, il y a une Scrum Master, voilà, il y a des data engineers aussi. Donc quand on réunit ces personnes, certains sont conscients des problèmes de data quality ou des problèmes, savent ce que c'est qu'un data warehouse, et d'autres un peu moins. Donc on est passé par une étape d'acculturation de cette équipe pour partager ce qu'était Data Mesh et les grands principes, quels étaient les problèmes chez nous et comment Data Mesh pouvait les résoudre, un petit peu tout ce que je vous ai raconté avant. Et puis là, l'équipe s'est organisée avec une feuille de route, un backlog. Et là, c'est parti. On a établi un périmètre pour décider de 2 ou 3 data products à mettre au niveau. Et puis, l'idée, c'est que le lab travaille sur ces data products, les mette à niveau, et quand ils seront, on va dire, satisfaits, cohérents avec les attentes, on passera à une étape d'extension, de pollinisation sur l'ensemble des autres équipes pour essayer de scaler. Voilà, donc l'idée c'était de prototyper. Alors, comme ce qui a été dit dans la présentation, et c'est pour ça que je suis content, parce que finalement on se rejoint, on n'a pas du tout échangé. Mais moi aussi et nous aussi, on pense que établir les politiques globales et poser la base de la gouvernance, c'est un bon début. C'est-à-dire, en gros, c'est le cahier des charges, c'est la cible. Donc, une fois qu'on est parti là-dessus, alors l'idée, c'est le risque, c'est il faut être humble et voilà, avoir des attentes. La difficulté dans tous ces exercices, voilà, il faut avoir des attentes atteignables et faire aussi en fonction de l'équipe du lab qui s'est constituée. Donc nous, ça va, là on a un labs il y a des ingénieurs data, il y a des ops. Donc pour s'améliorer sur la plateforme, il y a les bonnes compétences, donc je suis assez confiant là-dessus. Après, l'idée, une fois qu'on a écrit les premières politiques globales sur chacun des piliers data product, c'est de commencer à se connecter avec le reste de l'entreprise. Par exemple, sur la politique documentaire, de la documentation, comment bien documenter un data product, on peut pas repartir de zéro, donc il faut forcément se raccrocher à tout ce qui est fait. Donc le data catalog qui est là depuis 2 ans, il couvre déjà 90% de ce qu'il faut continuer à faire. Quand il s'agit de parler de gérer les problèmes d'accès, enfin en tout cas de mieux gérer les policies d'accès à la donnée, ça c'est pareil. Il y a de l'existant, côté opérationnel, il y a des SecOps, il y a des policies déjà en place, donc il faut s'appuyer sur l'existant et l'amener à couvrir l'analytique. Et après, bon, on est dans une agilité quasi académique, on itère, on agrandit, on essaie de livrer et de déployer le plus régulièrement possible. Et l'idée, c'est d'avoir voilà, quelques data products, dits modèles d'exposition, qui pourraient servir de modèle pour l'ensemble des autres feature teams quand on sera prêt à passer à l'échelle. Et ça sera l'étape de pollinisation, où là, c'est un autre challenge, parce qu'il faut ensuite aller voir les feature teams et dire bah, voilà ce qui serait sympa de faire, voilà comment automatiser ton alimentation de data catalog, voilà voilà quelles compétences sur la data platform tu dois acquérir. Et là, l'équipe de Labs se transforme en enabling team. C'est elle qui va voilà, vraiment prendre par la main et accompagner les autres feature teams. Et puis, on va itérer comme ça, remonter les difficultés, faire évaluer la plateforme et partir dans des cycles pour, j'espère, d'ici 12 mois, avoir quelque chose de généralisé. Et puis la partie fédérative de gouvernance qui est extrêmement importante à mettre en place, donc constituer une équipe de gouvernance, une équipe de pilotage qui, à mon avis, s'appuiera sur la gouvernance actuelle, la gouvernance tech, mais voilà, il y aura un nouveau chapitre, la gouvernance tech, qui portera sur la donnée analytique. Bon, là, c'était pour détailler un petit peu concrètement ce qu'on s'attendait à livrer. Donc, j'en ai déjà parlé, mais par exemple, pour la gouvernance, l'idée, c'est de finaliser tout ce qui est monitoring du data catalog. Moi, idéalement, ce que j'aimerais, voilà, c'est avoir l'information en temps réel, de dire, ben,
quelle est la couverture de mon data catalogue et m'assurer qu'on atteigne continuellement un score élevé qui est plus une seule table ou plus une seule donnée déployée en production sans qu'elle ait sa documentation accessible sur le data catalog. Voilà. Ça peut être une règle simple, un monitoring plutôt simple à mettre en place. Et voilà, mais c'est déjà énorme. Et du coup, à terme, c'était pour faire la suite du schéma de tout à l'heure, où la data team était encore partie prenante sur la partie BI, dans la production d'analytiques. Voilà, donc l'idée, ça serait que la data team elle disparaît un petit peu du schéma, du modèle. À la place, c'est une plateforme data team qui prend sa place et que finalement les feature teams trouvent l'autonomie complète de délivrer des rapports tableaux, concrètement des sources de données tableaux qui s'appuient sur leurs propres données. Alors là, dans le schéma, il n'y a pas de jointure, il n'y a pas de... mais ça serait tout à fait possible. Et qu'on trouve comme ça l'autonomie dans la production d'analytiques par domaine métier de manière complètement autonome. Alors les data engineers, je les ai mis là. Ils rejoignent les feature teams pour les aider du coup à appréhender la nouvelle plateforme et à résoudre les différents problèmes. Atlan, c'est notre catalogue qui vient de passer en V2 là, il n'y a pas longtemps. Et qui nous sert d'appui vraiment pour la partie data product, documentation des data products. Alors une fois qu'on aura fait ça, ce ne sera pas encore terminé et surtout il va y avoir il y a des challenges. Donc on en a parlé aussi, ça a déjà été dit, mais il y a ce paradoxe qui a été évoqué là 2 ou 3 fois déjà, où on a l'impression qu'on décentralise, donc finalement on recrée du silo, puisque chaque équipe va se mettre à bosser uniquement sur son domaine métier et va pas forcément communiquer avec la feature team d'à côté. Donc voilà, tout est après une question d'équilibre, donc de bien gérer ça, de bien garder ça à l'esprit pour ne pas recréer du silo, mais effectivement s'appuyer sur la gouvernance, s'appuyer sur les data products, s'appuyer sur la plateforme, s'appuyer sur la répartition des data ingénieurs, et puis sur le bon sens et les principes d'agilité de base, hein, l'humain avant les outils, pour régler ces situations. Aussi, ne pas retomber dans la disparité technologique, parce que c'est vraiment... Ça serait dommage, parce que l'objectif, il est là, de standardiser, tout en décentralisant. Voilà, de sortir du mode où chacun fait un peu comme il peut ou comme il veut. Ça a été évoqué aussi, mais dans la presse, donc je suis tout à fait d'accord aussi, c'est éviter une gouvernance qui serait trop forte et trop bloquante, qui mettrait des bâtons dans les roues. Donc voilà, il faut que ça soit, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez la souplesse pour aider à dire, vous en êtes là, mais la cible, c'est plutôt ça. Voilà comment on va pouvoir vous aider à vos feature teams. Voilà, et accepter qu'il y ait des feature teams qui soient très en avance, c'est normal. D'autres un peu plus à la traîne. Voilà. Il y a un jeu comme ça de trouver un bon équilibre. Ça a été évoqué aussi, les challenges, ça va être comment on réorganise les équipes, les compétences, comment on conduit le changement. Cette équipe data, c'est elle qui est finalement la plus impactée. Donc ça s'accompagne, y compris sur les compétences data apportées dans les feature teams. Et puis l'acculturation au niveau du groupe, il va falloir expliquer aussi data mesh, pourquoi on passe un vendredi toutes les semaines à faire ça, et qu'est-ce qu'on va y gagner. Il va falloir aussi convaincre et apporter des métriques qui mesurent la valeur apportée. Donc des KPI, j'en ai parlé un petit peu, mais le time to analytics, essayer de démontrer qu'effectivement, maintenant, une feature team, elle attend plus 2 mois avant de produire les premiers rapports tableaux qui délivrent de l'analytique. C'est livré quasiment en instantané avec la feature. Et après, il y a beaucoup de questions, notamment autour de la BI, et puis cette espèce de dichotomie, moi, que j'observe, entre la gestion des données opérationnelles et la gestion des données analytiques. Moi, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de points communs, la plateforme, la gouvernance, qui peuvent couvrir les 2 domaines.
Donc, c'est des questions encore en cours, en tout cas chez moi. Et puis, bah, il y a tout l'aspect infrastructure, aussi opérationnel de la BI. Bah, dans le schéma que j'ai fait, voilà, c'est un peu simpliste. Qu'est-ce que je fais de mon data warehouse? En fait, lui, je ne vais pas pouvoir le décentraliser. Enfin, est-ce que voilà, comment je gère mon data warehouse? Est-ce que je dois construire une BI décentralisée complètement ou, voilà. Il y a encore des questions, mais bon, on a le temps d'y répondre le long du voyage. Voilà, j'essaie de synthétiser aussi là sur cette dernière slide. Ce que je voudrais peut-être que vous reteniez, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer sur cette route, ben, un peu comme souvent, hein, avant de faire des choses, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je cherche à améliorer? Quelle est la valeur que j'attends de mon passage au data mesh? Et surtout, où est-ce que j'en suis? Et quel est le prochain petit pas que je peux faire pour aller dans cette direction? Autrement dit, c'est toujours voir grand, mais commencer petit. Pour moi, ce qui est très important aussi dans ces changements socio-techniques, je crois que c'est ça, bah, c'est la culture d'entreprise aussi. Nous, voilà, je pense qu'on a un cadre favorable. On est déjà dans une culture bottom-up. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont lieu dans les feature teams, qui sont ensuite adoptées et qui sont pollinisées. Très important de laisser de l'autonomie à ceux qui font. C'est ceux qui font qui savent le mieux le faire. Bah aussi, ça a été dit, mais c'est le rapport au produit, le rapport au business. C'est hyper important qu'il soit toujours à proximité, partie prenante des initiatives. Le point aussi crucial, c'est pour moi la sanctuarisation du temps pour l'innovation et la transformation. Ce vendredi, nous, qui est privilégié depuis maintenant plusieurs années, voilà, il est cadré. Les choses ne sont pas faites sur un coin de table ou si j'ai fini ma tâche, voilà. Évidemment, s'il y a un problème de prod, voilà, on s'arrête, on va régler le problème de prod. Mais voilà, le temps, il est dédié et le niveau de priorité de ces sujets, il est équivalent à la roadmap produit, à la roadmap cliente. Et puis, du coup, voilà, Data Mesh, bah, c'est un peu plus qu'une route à emprunter. En fait, c'est même une route à construire de là où vous êtes et construire une route qui va là où vous avez besoin qu'elle aille pour vous apporter le maximum de valeur. Voilà, quelques liens juste pour parler de deux bouquins moi, qui m'ont marqué, en tout cas ces dernières années. C'est Liberté et compagnie d'Isaac Gates, qui parle de la libération hein, des entreprises. Et puis, petite pub là, pour Laurent Sarrazin, ce leadership, guide super pratique qui peut aider les managers à adopter les bonnes postures pour laisser les feature teams, pour laisser de l'espace aux équipes pour construire et avancer sur leur projet. Voilà, merci beaucoup de votre attention.